Cette vidéo de formation est proposée dans le cadre du programme global de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention. L'objectif principal est d'orienter les facilitateurs qui fournissent un service de conseil aux autorités nationales dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. La formation est composée de 3 parties. L'élaboration de politiques dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, diversité des contextes, le rôle des facilitateurs dans le soutien aux politiques. En vertu de la Convention, les États parties sont encouragés à développer ou modifier la législation et les politiques relatives au patrimoine culturel immatériel. La Convention stipule notamment que chaque État partie s'efforce d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société, de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Le rôle principal des États parties et des autres acteurs tels que les chercheurs et les ONG est d'établir un environnement favorable pour soutenir les communautés dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. When we go through a policy-making process, particularly for ICH, which focuses so much on community participation and participatory processes, and we approach policy-making from that angle, it really shifts around the power structures. It shifts policy from being perceived to be a punitive, top-down system of control to being an enabler. The word policy often scares people because it sounds like a big complicated subject, and actually it's not. It simply means that you are trying to gather together ideas and directions which you all share, which you believe in, and you want to write some of that down so it becomes something that sticks with you and which gives you certainty in times of uncertainty. What route should I take? Have a look at policy. You wrote it together. Elaborar la política de patrimonio inmaterial es lo más importante porque es el momento en el que el país toma un objetivo, toma una serie de decisiones, de criterios. La convención está hecha para todos los países, pero cada país tiene un contexto político, una historia, una institucionalidad diferente. Y en el momento en que se plantea hacer una política tiene que tener en cuenta sus antecedentes, qué quieren, a dónde quieren llegar, cómo van a interpretar ciertos temas de la convención, qué quiere decir la participación comunitaria para ellos, qué quiere decir hacer un inventario, para qué. Digamos, es el momento en el que se plantean hacia dónde quieren llegar. L'élaboration de politiques dans le domaine du patrimoine culturel immatériel peut inclure par exemple la modification de la législation et des politiques existantes, l'élaboration de nouvelles politiques et lois, l'élargissement du mandat des institutions existantes et l'établissement de nouvelles institutions et initiatives. Lorsque l'on parle de politiques relatives au patrimoine culturel immatériel, nous incluons les politiques culturelles dont le but est précisément de soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, par exemple à travers l'établissement d'un cadre national d'inventaire avec la participation des communautés, et les politiques qui peuvent affecter le patrimoine culturel immatériel, bien que ce ne soit pas leur but. Ceci se produit dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'aménagement urbain, qui peuvent, de bien des manières, influer sur le patrimoine immatériel et inversement. One of the examples with respect to urban planning is that very often when one goes into particularly developing nations, there's vernacular architecture and there's an emphasis on the built environment and built heritage. What is not recognized is that the vernacular architecture also says much about the intangible cultural heritage practices within families, within communities. So in terms of spaces and locations for particular rituals and so on. And urban planning and design often ignores that and would rather erase vernacular architecture because it has deteriorated over time, because there's such a huge population growth, it's not big enough, the spaces, and so high-rises get built. But there's no recognition of the fact that there are practices that need to be taken into account when this planning happens. And that doesn't necessarily happen within the Ministry of Culture or the cultural sector, it happens within the development sector. One example of how cultural policy can be adapted to local situations is
land use and land management systems, and incorporating traditional knowledge around land use and land development. This has happened, for example, in Curacao, where water management has become very important on an island that is dry and needs constant desalination procedures. ICH has brought the idea of using old water management systems through wells and through dams and have this become part of the regular policy-making process. In North India, we are working on the conservation of the natural resources, and here we have incorporated ICH, Intangible Cultural Heritage, into the direction for the local administration. What this means is that traditional knowledge is used in order to help the conservation of the natural environment, forests, water, particularly. And for the first time, the term ICH is being used in the policy for this region and for this kind of conservation. Bien que certains pays, comme le Japon ou l'Équateur, possèdent des lois relatives au patrimoine culturel immatériel depuis des décennies, la sauvegarde du patrimoine immatériel est un champ politique relativement récent. Entrée en vigueur en 2006, la Convention est encore relativement récente. La plupart des pays ont commencé à élaborer des politiques et des mesures législatives depuis peu, comme par exemple le Burkina Faso, la Colombie et Belize. Aujourd'hui, étant donné la grande diversité de situations et de contextes nationaux, il n'existe pas de modèle unique de politique pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Chaque pays doit en effet formuler des politiques à la lumière de son propre contexte. Certains pays ont élaboré des politiques spécifiques pour le patrimoine culturel immatériel, tels que la Chine ou le Niger, alors que d'autres ont intégré le patrimoine immatériel dans leur législation culturelle globale. Certains pays ont établi de nouvelles institutions, alors que d'autres ont étendu les mandats des institutions existantes. Certains pays ont des instruments légaux visant à protéger les éléments spécifiques du patrimoine immatériel, alors que d'autres adoptent des dispositions pour soutenir les praticiens clés, comme le Cambodge par exemple. We have seen legislation that's created. We have also seen institutions that are created or old institutions that are revamped so they can be adapted to really include community participation, to include ICH as a particular aspect of sustainable development, and also to create mechanisms of continuous dialogue and continuous participation of the community. Hay muchos países que han decidido insertarse en distintas políticas, por ejemplo en el tema de artesanías, en el tema de agricultura, en el tema de salud, en el tema de lenguas. Para el caso de Colombia se desarrolló una política específica de cocinas tradicionales que es totalmente transversal y se tuvo que trabajar con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud para poner en marcha la política de cocinas tradicionales. Le processus d'élaboration de politiques dans ce domaine est très divers et peut être influencé par le contexte social, politique et économique, tout comme par les processus d'élaboration des politiques propres au pays en question. Le rôle des facilitateurs est de conseiller les autorités nationales sur la façon la plus adaptée à leur contexte local de soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'esprit de la Convention. Au début du processus de soutien aux politiques, les facilitateurs aident les pays à identifier et formuler une demande spécifique basée sur des consultations menées auprès des différentes parties prenantes. Cela inclut comprendre le contexte spécifique du pays concernant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, identifier les cadres législatifs et politiques pertinents qui affectent la sauvegarde du patrimoine immatériel, pas seulement dans le domaine de la culture, mais également dans d'autres domaines tels que l'éducation et la santé, identifier les acteurs clés tels que les communautés, les ONG et les centres de recherche, consulter les différents acteurs et instaurer la confiance, formuler des suggestions de formation et d'assistance supplémentaires et partager les résultats avec l'UNESCO et les autorités nationales.
Le soutien aux politiques peut prendre différentes formes, telles que la formation concernant l'élaboration de politiques, la réflexion collaborative sur les options politiques, la consultation des parties prenantes concernant les politiques et des recommandations politiques spécifiques. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la note d'orientation de l'UNESCO intitulée « Conseil pour l'élaboration de politiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ». Para mí el consejo más importante que les puedo dar es que puedan estudiar muy bien la realidad de ese país en términos políticos, institucionales y legales. Saber realmente qué marcos hay, cuáles leyes pueden tener que ver con el PCI, qué institucionalidad hay y qué quiere cada una. A veces tienen enfrentamientos entre ellos y cuál es el cuadro político que existe. Stress the importance of working with a local team. The local team knows the local situation, and they also know all the different issues that have to do with politics, with relationship between community groups, with what kind of ICH knowledge is considered important or not important, and how people react to the need to integrate all of this into a general framework. Just using out-of-the-box methodologies to elicit responses and to engage with participants and with beneficiaries in particular. And I found that this works really well when one listens to, so what would work better for you? Would it be that we do a questionnaire online? Or is it that we do a questionnaire online for a specific audience, often the younger audiences, through social media? And we use town hall meetings, and we use some other methodology. We need to be able to encourage the writing of a policy that is practically possible. This is the important thing. We don't want airy sentences. We want things that people can relate to and they feel that, yes, this is a policy which has some heart and it has my interests at heart. If we're going to have to make institutional changes and realignments, it needs money. If it requires us to do work at grassroots level, it requires financial support. So it's very, very important from the outset to include in the policy making process a costed operational plan to match it. Perhaps the most important thing, to bring in voices from the ground to talk about their needs. Because often, whether it's cultural policy or any other kind of policy, there's a gap between what the needs are and what policy thinks the needs are. So we need to break down that gap. And that can be done by bringing in the voices from the ground to talk about what they need, so what they need can directly become part of the policy instrument. That means those sentences and paragraphs that actually become the policy.